Chers abonnés, je suis contente de vous retrouver en plein dans ces fêtes de fin d'année. J'espère que vous passez de beaux moments avec votre famille, avec vos amis, avec vos enfants. Alors, je voulais vous faire un petit partage sur des précisions que Grigory Grabovoy nous a apportées récemment par la voie d'une information de pronostic, je dirais, pour tenter de vous transmettre ce que le docteur Vyacheslav Konev nous a donné il y a quelques semaines de cela, et de vous relayer en fait ces informations, tout du moins telles que j'ai pu les comprendre, et pour comprendre aussi ce qui se passe, comprendre les phénomènes locaux, et comprendre ce que sont ces phénomènes de fluctuation de l'espace-temps, et de comprendre aussi en quoi le rôle de l'humanité est important pour faire face à une évolution cosmique qui a lieu en ce moment, en fait, tout simplement, parce qu'on est clairement au seuil d'une révélation cosmique, et donc ce message a été relayé vraiment très très récemment. Donc pour ça, je vous invite à vous intéresser au Center Grabovoy. Et le docteur Vyacheslav Konev, en fait, c'est un enseignant Grabovoy qui est plutôt expérimenté et qui a été formé par Grabovoy lui-même. Donc moi, je trouve que ses enseignements sont, d'un point de vue académique, sont toujours très cohérent, très carré, très poussé, très fourni, très structuré. Et puis au-delà de ça, voilà, c'est quelqu'un que j'ai vu avec Grabovoy plusieurs fois dans mes rêves, et je sais qu'ils sont très très proches. Voilà. Et c'est ce qui fait que j'accorde une confiance. J'accorde confiance en tout ce qu'il peut dire et expliquer, surtout qu'il explique très très bien, voilà, mais il y a d'autres enseignants aussi qui sont super sur le plan de la pédagogie, j'en ai plein en tête. Voilà, mais je voulais faire cette parenthèse quand même, parce qu'il faut rendre à César ce qui est à César. Donc là, je vais vous transmettre ces informations qui ont été relayées par lui. Et donc, a priori, ce n'était pas un message prévu à ce moment-là, mais il est né d'une urgence qui n'est pas forcément humaine, mais plutôt cosmique, dans le sens où une information pronostique qui a été révélée par Grigory Grabovoy lui-même nous oblige donc à reconsidérer les fondements mêmes de notre réalité, car, si vous voulez, il y a des phénomènes qui étaient autrefois confinés à la physique théorique qui vont entrer aujourd'hui dans notre monde tangible, en fait. Voilà. Donc il ne s'agit pas d'une simple prévision, mais d'une lecture des processus futurs de l'univers, et donc une information qui va nous demander, quelque part, notre plus grande attention. D'accord ? Alors, l'objectif de ce que nous nous disons aujourd'hui, ça va être de tenter de déchiffrer cette information ensemble, et ensemble, justement, nous allons tenter d'explorer ces fondements depuis les phénomènes qu'on peut observer sur Terre jusqu'aux concepts les plus profonds de la physique moderne. Je suis pas forcément physicienne, mais voilà, je vous relaye un message et vous direz en commentaire ce que vous en pensez. Alors, nous allons chercher à analyser les implications de ce pronostic que Grabovoy nous donne pour notre planète Terre, et puis, surtout, nous allons nous interroger aussi sur le rôle crucial que nous, les humains, loin d'être simples spectateurs, nous sommes appelés à jouer dans cette grande symphonie cosmique. Voilà. Parce que tout est symphonie en fin de compte. Nous allons donc partir vers ce voyage qui va nous mener de la perception quotidienne d'une route chauffée par le soleil jusqu'au fondement même de la création. Alors il faut comprendre une chose, en premier lieu, c'est que pour comprendre le concept de fluctuation du temps, on est comme dans une danse de l'invisible, finalement, et donc pour appréhender les transformations à l'échelle de l'univers, il va être souvent sage
de commencer par leurs manifestations les plus humbles pour comprendre le phénomène. Donc celles que nous pouvons presque toucher du doigt. Donc avant de parler de la structure du cosmos, on se doit d'abord de comprendre comment la matière qui nous entoure danse et ondule. Et c'est en bâtissant une compréhension solide à travers des exemples concrets que nous allons pouvoir ensuite nous élever vers des concepts plus vastes. D'accord ? Alors, le mot-clé que nous avons ici, le terme central qui régit donc cette discussion pour l'instant à sens unique, c'est la fluctuation. Et donc, dans sa définition la plus simple, c'est quoi une fluctuation ? En gros, une fluctuation, c'est un écart aléatoire par rapport à une valeur moyenne. Au sein d'un système, donc qu'il s'agisse d'un liquide comme de l'eau ou d'un gaz comme l'air. Et ces écarts, si vous voulez, ils ne sont pas de pures abstractions, quelque part. Ils ont des manifestations physiques très concrètes. On va prendre quelques exemples pour tenter d'expliquer ce que sont ces fluctuations. Vous avez l'exemple de l'écume de l'océan. Par exemple, lorsque la mer s'écume, nous observons justement une fluctuation et donc la densité de l'eau n'est plus uniforme à sa surface. Il y a des bulles d'air qui vont s'y mêler, s'y introduire, créant des variations locales et visibles de sa consistance. Et donc, ce que vous apercevez, vous, c'est l'écume. D'accord ? Un autre exemple qu'on vit tous quand on part en vacances l'été, on va avoir ce qu'on appelle le mirage sur la route. C'est un phénomène qu'on appelle parfois maréva. Et en fait, c'est une autre illustration parfaite de ce phénomène de fluctuation de l'espace-temps. Dire que, vous voyez, ce départ en vacances par une journée chaude, on va apercevoir l'air au-dessus d'une route. Et cet air-là, il n'a pas de densité homogène. L'air chaud, il est moins dense. Et donc, il se mélange à l'air plus frais, créant des zones quelque part de densité complètement différentes. Et ce qui va se passer, c'est que ça va provoquer une diffusion intense de la lumière, ce qui va donner une impression d'instabilité. Un aspect tremblant et donc des contours flous à distance. D'accord ? Voilà. Et donc, la voiture au contour déformé, justement, on va la voir dans certains films, mais pas que, on va la voir aussi justement pendant ses départs en vacances, quand il fait chaud. Dans certains films, en fait, on va illustrer cette chaleur intense. On va pouvoir voir ce type de phénomène. Et on va vous montrer dans les films, par exemple, mais c'est quelque chose que vous pouvez observer par vous-même aussi, une voiture qui a des contours qui semblent se dissoudre. Alors, le truc fou dans cette histoire, c'est que il s'agit pas juste d'une simple illusion d'optique subjective. On aurait tendance à se dire que c'est notre vision à nous, c'est juste une illusion. Non, c'est en fait un phénomène objectif qui peut être capturé par une caméra, la preuve. Et donc, c'est réel. Alors, cette fluctuation de la densité de l'air, elle est si forte qu'elle va modifier la trajectoire de la lumière et donc déformer l'image de l'objet perçu. D'accord ? Donc, en somme, ces fluctuations que nous observons sont des manifestations directes de changements dans la densité de la matière et souvent à des points critiques, entre guillemets, où un état est sur le point de basculer finalement. Donc, mais alors, en fin de compte, on va se poser une question fondamentale qui serait de se dire, mais si ce phénomène ne se limitait pas à l'air ou à l'eau,
mais toucher le tissu même, notre réalité en fin de compte. Donc le cadre, la réalité, enfin le cadre dans lequel tout existe, qui sont l'espace et le temps, qui nous permettent justement d'être dans ces 3 dimensions-là. Alors comment on va, faire l'analogie entre le mirage qu'on perçoit sur la route et le fameux continuum cosmique? Alors là, on va faire un petit saut conceptuel ensemble. Passer de la fluctuation physique locale et observable au quotidien à une fluctuation qui va toucher l'espace-temps lui-même, bah, c'est ce qu'on va essayer de comprendre là. Donc l'espace-temps, ce n'est pas simplement le vide dans lequel les choses se produisent. En fait, c'est un cadre fondamental, une scène sur laquelle se joue chaque événement de l'univers. Donc pour comprendre ce qui le fait fluctuer, il faut déjà qu'on puisse définir un petit peu ce qu'il est parce que voilà, il faut comprendre que c'est un concept voilà, de l'enseignement. L'espace-temps, c'est un modèle mathématique qui va unir en fait 3 dimensions spatiales familières qu'on appelle communément largeur, hauteur, profondeur. Vous savez, quand on jouait au cube, quand on apprenait à calculer les aires, etc., voilà. On multipliait la largeur, la hauteur, la profondeur. Et ce modèle va passer à une 4e coordonnée qui s'appelle le temps. D'accord ? Donc ce concept, il est fondamental dans la théorie de la relativité d'Albert Einstein, par exemple. Il ne traite pas l'espace et le temps comme des entités séparées, mais comme 2 facettes d'une même réalité unifiée. Parce que je pense que si on n'avait pas ces 3 dimensions, on n'aurait pas le temps. Et quand on sort de la 3D, pour faire une aparté sur les fameux rêves et rêves lucides, c'est que le temps, il devient tellement relatif que tout est compressé, on peut percevoir le passé, l'avenir en même temps, ou presque, voilà, c'est plus du tout la même chose. Donc, le continuum spatio-temporel, c'est justement ces 2 facettes de cette même réalité unifiée qui sont l'espace-temps. Voilà. Et donc, dans cette vision, ce qu'il faut savoir, c'est que tous les points de l'univers sont interconnectés au sein d'une structure unique et continue. Voilà. Donc, selon cette théorie, la matière et l'énergie possèdent une propriété assez remarquable. Parce qu'elles peuvent courber ce continuum. Voilà. Moi, ça, je me souviens que Sciences et Vie Junior, quand j'étais enfant, genre, on faisait l'analogie pour comprendre les trous noirs qui nous permettraient peut-être de nous déplacer à très grande vitesse dans l'univers. C'est comme si on prenait une feuille de papier, qu'on rapprochait, qu'on mettait 2 points à des distances opposées, qu'ensuite on pliait la feuille de papier pour la rapprocher. Vous voyez un petit peu le truc, bon, ça fait très SF, mais en fait c'est vrai, hein, parce que dans ce monde-là, hein, je vous décrivais là juste avant, c'est ce qui se passe en fait. Hein. On peut parcourir des distances extrêmement éloignées en une impulsion. Voilà. Donc cette courbure de l'espace-temps ici, donc Konef il l'a décrit, Grabovoi il l'a décrit comme quelque chose que nous percevons, que nous nommons la gravitation. Voilà. Et donc une planète n'orbite pas autour du Soleil simplement parce qu'une force invisible l'attire en fait. C'est c'est parce que elle suit la courbure de l'espace-temps et donc ça va créer par la masse, c'est la masse du Soleil en fait, la masse immense du Soleil qui va créer cette courbure. Alors il faut savoir que dans la vision d'Einstein, qui est si puissante à l'échelle cosmique, hein, va se heurter justement à des paradoxes lorsqu'on plonge dans l'infiniment petit. Et c'est ici que la perspective quantique ajoute une couche de complexité assez fascinante parce que pour la science conventionnelle, encore pleine de contradictions, comme dirait Einstein, peu de sciences
Alors qu'est-ce qu'il disait Bref, on verra plus tard. Donc, à cette échelle microscopique, justement, le vide cosmique, il n'est pas vide du tout, hein. Il est décrit comme une réalité finalement qui est super dense, une mer d'énergie bouillonnante où des paires de particules dites virtuelles peuvent jaillir de l'existence et s'annihiler presque instantanément. Alors, ce processus, il est incessant. Et ce processus crée une sorte d'effervescence qu'on pourrait appeler une mousse quantique ou une ondulation microscopique du tissu spatio-temporel. D'accord ? Donc ces ondulations théoriques nées de l'union difficile de la relativité et de la quantique sont aujourd'hui au cœur d'un pronostic qui concerne, si vous voulez, l'entièreté de l'univers et son processus même de création finalement. Alors là, on fait face à une situation cosmique inédite selon le pronostic de Grigory Grabovoi. Parce que l'information que nous abordons maintenant est d'un caractère absolument unique et sans précédent dans l'histoire observée de notre cosmos. Il ne s'agit plus du tout de fluctuations locales en fait, qui sont confinées à l'atmosphère terrestre uniquement ou à des phénomènes exotiques. Il s'agit en fin de compte d'une transformation fondamentale qui touche l'univers dans sa totalité et en chaque point de son existence. Enfin, c'est chaud patate quand même. Et donc, le cœur du pronostic transmis par Grigory Grabovoi, c'est que les fluctuations de l'espace-temps sont actuellement croissantes, non seulement en volume, mais en plus, leur nature est universelle. Donc, elle ne se limite pas à des galaxies lointaines qu'on peut même pas voir avec un télescope, hein. Elle concerne la totalité du cosmos simultanément. Alors, ce phénomène n'est pas un signe de chaos, mais ce phénomène, il est plutôt intrinsèquement lié au processus continu de création de l'univers, car l'univers n'est pas une création statique et il est en perpétuel façonnage, en expansion et en construction. Donc, si vous voulez, ces fluctuations sont les symptômes de ces intenses contractions créatrices. Et d'ailleurs, le Coran l'a dit il y a 1400 ans, nous avons créé le ciel et nous l'étendons constamment. Voilà, cette image du Big Bang et de cette constante expansion de l'univers. Et je sais pas si on fait une analogie, on met un enfant au monde, il est tout petit, grandit, puis après il sort du ventre de sa mère, il continue de grandir, puis il arrive un moment où ça se stabilise plus ou moins. Bon, moi ça me fait penser à ça. Donc l'ampleur de ce phénomène est telle que Grigory Grabovoi lui-même a qualifié cette information de quelque peu étrange en raison du niveau de profondeur de l'interaction de ces fluctuations avec la matière physique. Une nature et une échelle jamais observées auparavant. Vous savez, Grigory Grabovoi a pu aller nous choper des informations du temps de l'Atlantide. Enfin, c'est très facile pour lui de voir, de comprendre ce genre de choses. Alors, bien que ce processus soit fondamental, il n'est pas purement théorique, on va dire. Donc, des preuves tout à fait observables commencent à émerger et vont agir comme des symptômes de cette transformation globale. Donc il y a des signes observables que ce processus est en cours. D'accord ? Alors les astronomes rapportent par exemple un phénomène tout à fait déconcertant. Ils parlent d'apparitions soudaines d'astéroïdes et de comètes venues entre guillemets de nulle part, on ne sait pas trop, et elles arrivent à proximité de notre Soleil et elles ne suivent pas des trajectoires prévisibles. Eh oui. Donc il y a des trajectoires assignées aux astres, aux planètes, etc. Et on peut pas les bouger ces choses-là normalement. Mais là, ce qui se passe, c'est que on sait pas d'où ça vient. On peut pas prévoir leur trajectoire. Tout est bizarre en fait.
Voilà. Donc, c'est non seulement elles suivent pas des trajectoires prévisibles, mais en plus elles semblent se matérialiser dans une zone où rien n'était détecté auparavant, quoi. Donc, ce constat est quand même c'est pas une simple curiosité astronomique, mais c'est plutôt un symptôme direct, justement, de ces fameuses fluctuations, où la densité même de la réalité change et permettent à la matière de se manifester de cette façon qui peut sembler étrange et pas du tout logique. D'accord ? Alors, bon, on va fournir une analogie assez éclairante. C'est que se focaliser finalement sur ces astéroïdes, sans comprendre le phénomène global qui les génère, c'est comme remarquer qu'un lac est gelé sans réaliser que l'hiver est arrivé, quoi. Voilà, pour simplifier un peu le truc, c'est ça. Donc, on va observer le symptôme, on voit que le lac est gelé, mais on ignore la cause fondamentale qui change l'état de tout l'environnement et du lac, alors qu'en fin de compte, c'est l'hiver qui est arrivé, voilà, et qui fait froid. Donc, si le cosmos tout entier, si vous voulez, entre dans une phase d'évolution aussi intense, si le cadre même de notre réalité se met à onduler, alors quelles en sont les répercussions pour notre planète et pour nous-mêmes, j'ai envie de vous dire, c'est super flippant quand même. Alors, bon, on parle d'effets papillons, que vont être les implications pour la Terre et l'humanité, vous savez, voilà, donc les événements cosmiques, même lorsqu'ils se déploient sur des échelles qui défient l'imagination, ne sont jamais, mais jamais sans conséquences locales. Comme une onde qui va se propager à la surface de l'eau, finalement, les fluctuations universelles de l'espace-temps ont des résonances directes sur notre environnement. Vous voyez ? Imaginez que nous, on est à la surface de l'eau et que quelqu'un jette un caillou et que ça se met à osciller et que nous, on est dessus. Donc, doutez que vous pouvez imaginer assez aisément les conséquences, d'accord ? Alors justement, on va essayer d'analyser, au regard de ces fluctuations spatio-temporelles, quels sont les effets secondaires de ce processus pour la Terre. Les dangers potentiels qu'on peut relever, ce ne sont pas les fluctuations elles-mêmes, mais ces conséquences indirectes sur un système complexe. Comme notre planète, par exemple, ouais, c'est un système complexe. Bon. Alors, concrètement, pour nous, c'est quoi ? Nous, terriens, humains, animaux, végétaux, minéraux, etc., etc. Donc, c'est une augmentation des tremblements de terre. En fin de compte, ça on le sait, parce que les séismes vont devenir plus fréquents, plus systématiques. Alors, il ne s'agirait pas d'une cause directe, mais d'un effet collatéral, je dirais. Et donc, la Terre, en tant qu'organisme vivant, pourrait réagir à cette instabilité ambiante par une intensification de ses propres processus biologiques. Donc, il faut savoir, dans les prophéties qui nous ont été données, notamment à travers l'islam, pour ce que je sais, c'est que vers la fin des temps, il y a un certain nombre de signes différents et l'augmentation de la fréquence des tremblements de terre en fait partie, justement. Vous voyez, les choses ont déjà été annoncées il y a très longtemps. Alors, le règne animal va se trouver aussi beaucoup plus sensible, c'est-à-dire que les animaux, et plus particulièrement les chiens, qui sont très sensibles de par leur sens, leurs émotions, tout ce que vous voulez, donc pourraient manifester justement des comportements, des changements notables. Et comme ils sont dotés d'une sensibilité que nous, en tant qu'humains, nous avons perdu, ça veut dire qu'on est censé avoir des capacités beaucoup plus développées, on en a souvent parlé, hein, mais voilà, on en a perdu, disons, un certain nombre, et là, il faut qu'on cherche à les redévelopper à nouveau. Et donc, eux, ces êtres sont dotés justement de ces capacités, d'avoir une ouïe très fine, un odorat très fin, etc., tout ça. Et donc, finalement, si vous observez les comportements de vos chiens, c'est que en fait, ils agissent comme des capteurs précoces de ces modifications profondes de l'environnement.
Et donc, comme ils réagissent à ces changements, eh ben, nous, nos propres sens ne peuvent pas encore les percevoir, mais eux, ils les perçoivent déjà, si vous voulez. Voilà. Donc, pour mettre justement en perspective l'idée d'une fluctuation majeure, on va se tourner vers une analogie historique qu'on appelle le Grand Déluge. Donc, c'est un événement qui est présent dans de nombreuses traditions, hein, dans la Bible, dans les 3 grandes religions. Enfin, on parle de déluge un peu dans plein de traditions. Et donc, ce fameux grand déluge, on peut le considérer et l'interpréter comme le souvenir d'une fluctuation passée qui, bien que potentiellement locale à l'échelle de la planète, a eu un impact cataclysmique. Voilà. Cependant, il y a une différence cruciale. Le phénomène que nous décrivons aujourd'hui n'est pas du tout local. Il n'est pas local, il est d'une ampleur universelle touchant chaque recoin du cosmos. Voilà, donc partout, sur toutes les planètes, tout le monde est concerné, tout le monde. Sachant qu'on n'est pas les seuls humains sur Terre dans l'univers. Hein. Il y a plein d'autres humains qui habitent ailleurs. Donc, face à ce processus naturel, mais plutôt intense que l'univers est en train de faire, de processer, la question n'est plus seulement de prévoir les menaces, clairement, mais de comprendre notre place et notre responsabilité dans ce cas de figure exceptionnel qui survient. Et la perspective change complètement parce que nous ne sommes pas là pour subir, mais pour agir. Et donc, c'est quoi notre rôle à nous dans cette symphonie cosmique qui est en pleine réécriture, parce que ça fait partie du mouvement naturel du cosmos, hein. Devenir architecte de la réalité, hein. C'est notre rôle actif, nous les humains, et autres êtres, qu'ils soient sur Terre ou sur d'autres planètes, peu importe. Donc, selon la perspective que nous explorons, l'être humain que nous sommes n'est pas un simple passager sur le vaisseau terrestre, ballotté par des tempêtes cosmiques qui ne sait pas quoi faire. Il est au contraire un participant tout à fait fondamental dans cette histoire. Il est un co-créateur. Donc, la conscience va jouer un rôle actif dans l'évolution même de l'univers. La conscience humaine. Hein. Alors, notre présence sur Terre, elle n'est pas le fruit d'un accident. Hein. Notre présence sur Terre, c'est une responsabilité qui nous incombe, en fin de compte. Voilà. Donc, le concept de cette responsabilité humaine, puisque nous sommes l'instrument de Dieu quelque part, nous agissons pour lui et nous nous soumettons à lui d'une certaine façon. On va pouvoir le synthétiser de plusieurs façons, c'est-à-dire que l'objectif principal, c'est pas de stopper ce processus. On va pas le stopper parce que c'est un processus normal, c'est l'évolution du cosmos, de l'univers, voilà. Mais ça va être plutôt d'apporter notre soutien, d'aider l'univers à le traverser plus en douceur. Voilà, c'est ça, hein, parce qu'avec le PRK ou les pilotages, quand on douille, c'est justement parce que ça fluctue très très fort. Comment on fait pour que ça se passe en douceur ? Faut demander au PRK que les évolutions, les modifications se fassent en douceur quand on n'a pas compris qu'on n'était pas obligé de souffrir pour évoluer. Un truc que j'ai encore énormément de mal à comprendre moi-même, mais voilà, c'est comme ça. Imaginez à l'échelle du cosmos, là c'est ça. Donc là, il va s'agir d'harmoniser une transition qui, sans intervention consciente, pourrait s'avérer excessivement intense. Hein. Donc on a le cas... à travers le Covid long, j'ai fait des sauts quantiques à chaque fois, mais à chaque fois j'ai cru que j'allais pas revenir. Hein. Là c'est un peu ça, quoi. Donc nous, notre tâche fondamentale, elle reste inchangée. Ça veut dire que pour assurer une vie éternelle et saine, et non seulement pour nous-mêmes, mais aussi pour tous les êtres sans exception, je veux dire vos chiens, vos chats, vos souris, vos petits hamsters, vos vaches, vos petits cochons, tout le monde, hein, vos petits lapins, tout le monde. Donc, sur Terre et dans l'univers entier, évidemment, parce qu'on n'est pas les seuls habitants de l'univers. Hein. Ça, faut bien le comprendre. Donc, tout développement
y compris les processus géologiques qui ont lieu sur Terre, comme les éruptions, les séismes, doivent être harmonieux. Donc concrètement, ça veut dire qu'on peut réduire les impacts de ces phénomènes, hein. Donc la Terre, comme elle est considérée comme une partie du Créateur, parce qu'il est partout, en fait, hein, c'est comme si on habitait dans son corps, quelque part, bah, la Terre ne gère pas toujours l'intensité de ses propres processus évolutifs. D'accord Il est contre nature, en fait, pour elle, que des humains périssent de ses activités. La Terre, elle a pas du tout envie de nous faire mal. D'accord Notre rôle, en revanche, va être d'aider la Terre à accomplir son évolution sans catastrophe. Et c'est là que nous intervenons en pratiquant les concentrations pour les préventions des catastrophes et tous les autres types de concentrations qui peuvent exister. Voilà. D'où l'intérêt de suivre les enseignements, de se former, de faire des cours, des séminaires, des choses. Et de pratiquer aussi les pilotages sonores. D'ailleurs, à ce propos, je vais faire un pilotage sonore qui sera libre d'accès pour la prévention des catastrophes. Mais comme je vous dis, c'est énormément de travail, donc ça sortira quand ça sera juste que ça sorte. En attendant, vous avez pour le salut global une playlist pour justement gérer tout un tas d'aspects sur le plan macro. Salut. Et donc, je vous invite à les utiliser le plus assidûment possible pour vous aider dans ce que vous traversez. Je pense notamment à Madagascar qui a subi des événements naturels assez, assez négatifs très récemment. Donc moi, je vous invite grandement, mes chers frères et sœurs malgaches, à diffuser ces sons près de chez vous quand vous le pouvez. Voilà. Alors, une affirmation radicale qu'on va avoir ici et qui va être mise en exergue, c'est que en dehors de l'enseignement de Grigory Grabovoï, et je pense que c'est vrai, il n'existerait aucun autre cours ou ressource dans le monde parce que franchement, pour faire face à cette situation, je pense qu'en fait, pour moi, hein, parce que ouais, j'écoute quand même des trucs à droite à gauche, j'ai expérimenté des trucs, j'ai expérimenté, des trucs dont je peux pas parler ici, mais moi, ce que j'ai compris avec le temps, c'est que pour moi, vous pouvez ne pas être d'accord avec ce que je dis, mais pour moi, aujourd'hui, il y a rien qui dépasse le niveau de connaissance de GG et de résultats. Hem, j'ai des situations extrêmement précises en tête, mais j'ai pas envie d'évoquer ce sujet-là, comme ça. Voilà. C'est des choses, dont j'ai pas envie de parler, publiquement, voilà. Mais pour moi, clairement, il y a rien qui soit au-dessus, de ces enseignements du PRK, en tout cas à l'heure actuelle. Voilà, je pense qu'on atteint le maximum de possibilités de connaissances qu'on est à l'heure actuelle. Voilà. Et puis quand on sera à une autre étape de notre évolution, on nous apportera encore d'autres choses, et cetera, voilà. Donc pour faire face à cette situation, c'est clair que, pour moi, les enseignements de GG, voilà, hem, c'est incontournable, voilà, c'est tout, quoi. Alors, donc, la science conventionnelle, malgré ses avancées, ne possède pas les outils pour interagir avec la nature du monde à ce niveau fondamental. Et donc toutes les religions révélées, il y a quelques siècles de cela ou millénaires, disent plein de vérités, c'est clair, hein. Si vous comparez le tout, parce que moi je suis très curieuse, ça me passionne, hein, de comprendre tout ça, sans forcément être dedans, mais il y a des vérités, mais c'est des vérités qui étaient révélées à ce stade de l'évolution de l'humanité, et qui aujourd'hui, peut-être sont plus toujours d'actualité, quoi, hein. Voilà, bon, je vais pas rentrer dans les détails, mais je pense qu'il y a des choses qui ont été dites, donc ça prouve bien que, il y avait des vérités qui étaient sues à un moment où l'humanité n'était pas si évoluée que ça, comme aujourd'hui. Et puis d'une autre façon, voilà, il y a des règles, notamment qui régissent, la société, et cetera, qui ont eu cours à une époque, mais qui aujourd'hui, n'ont plus lieu d'être, quoi. Je pense, par exemple, à la polygamie, un sujet super fâcheux, mais pour moi, c'était une convention, sociale et économique de l'époque qui était une nécessité pour la survie, des humains.
mais qui n'a plus du tout cours, et qui n'aura plus du tout cours, dans les temps que nous allons vivre puisque, parce que les familles, seront, je pense davantage nucléaires, quoi. Comme elles le sont déjà aujourd'hui, quoique ça dépend, mais, je dirais entre guillemets, ces systèmes-là, ces règles-là, c'était un peu la CAF de l'époque, quoi. Hein, pour faire une analogie, alors ceux qui sont pas français, ils vont pas comprendre, mais, voilà, en gros, c'est à peu près ça. Alors c'est un exemple que je vous sors comme ça, mais voilà, tout ça pour dire que, on a eu certains niveaux de vérité qui sont d'actualité, puis d'autres, qui pour moi, semblent obsolètes. Clairement, et qu'aujourd'hui Grabovoi, bah, il nous donne, des clés pour normaliser. Alors on est à 1 million d'années de savoir c'est quoi la norme, hein, mais en tout cas à l'heure actuelle, bah, on va appliquer de nouvelles normes et puis ces normes changeront au fur et à mesure de notre évolution. Voilà, c'est tout, hein. Alors comme, c'est les propres praticiens pour en revenir à la science conventionnelle, comme ses propres praticiens l'admettent, donc la science, elle peut pas aider, finalement, car, on ne sait même pas ce qui se trouve au-delà de notre système solaire. Bon, voilà, c'est ce que la science actuelle sait. Et ben, pour les êtres conscients, bah, je pense qu'on sait ce qu'il y a au-delà du système solaire, voilà, hein, c'est tout, hein, vous avez qu'à chercher. Il y a plein de gens qui en parlent. Après, ce qu'ils disent vrai ou pas, je sais pas. Faut expérimenter par soi-même, voir par soi-même, et c'est ce que Mark O'Byrne dit tout le temps, d'ailleurs, hein, c'est faites-le, quoi. Allez voir vous-même, hein. Voilà. Alors, parce qu'on est tous capables de le faire, en fait, clairement. Tout dépend de ce qu'on a envie de faire ou pas, mais voilà. Alors, si on est obligé de porter une telle responsabilité, bah, c'est parce que, bah, en définitive, nous sommes, nous, les humains, des architectes conscients de notre réalité, mais pas que nous, parce que bah, même le chat, on sait qu'il est là pour créer le monde aussi par l'amour, hein. Je veux dire, voilà, hein, vous voyez bien quand un chat rentre dans un endroit, paf, là, on est tous là, on n'en peut plus, on voit des vidéos de chats, on est complètement love, voilà, c'est évident, quoi. Donc, bon, alors nous, on a quoi comme outil aujourd'hui pour assurer ce rôle? Qu'est-ce qu'on peut avoir comme boîte à outils pour assurer ce rôle? Bah, c'est simple, hein. La réponse se trouverait, bah, finalement, dans le fait d'unir, la conscience et puis, bah, de la technologie spécifique qui est conçue pour l'amplifier, nous aider à évoluer, à accélérer notre évolution. Donc, les outils d'harmonisation qu'on a, bah, c'est les enseignements, c'est les technologies de Grabovoi, quelles qu'elles soient. Par la concentration, par, le pilotage, par la pratique du contrôle, par, le PRQ qui nous permet d'accélérer l'acquisition de connaissances et apprentissage, mais dans tous les domaines, hein, quels qu'ils soient. Donc la solution finalement qui est proposée pour naviguer, le plus sereinement possible, je dirais, dans cette période de transformation cosmique, va reposer sur une approche, heu, à 2 volets complémentaires. C'est-à-dire que d'une part, l'élévation de la conscience par l'étude et la pratique, et d'autre part, l'application d'une technologie d'harmonisation qui, justement, va agir en synergie avec cette conscience, la nôtre. Parce que c'est comme un prof particulier, hein. Donc bon, en ce qui concerne l'étude, l'enseignement, c'est pas un hobby, en fait, les enseignements de GG. Certes, pour beaucoup d'entre nous, ça l'est, hein. Quand on aime bien ou quand on veut bien faire des efforts, je dis pas que c'est toujours facile, mais faut avoir le goût d'apprendre quand même, hein, et de comprendre, mais c'est pas une simple curiosité intellectuelle ou je veux pas vous faire culpabiliser, je veux pas me faire culpabiliser non plus parce que des fois, moi, je suis pas tout le temps à fond. C'est une nécessité vitale en fin de compte, voilà. D'apprendre, ces choses, d'acquérir ces connaissances, c'est une nécessité vitale parce que il est affirmé que la simple connaissance de ces concepts offre déjà un niveau de protection et un niveau qui surcroît, va se renforcer, au fur et à mesure des pratiques assidues. Donc
On a les enseignements, on a un vaste champ d'enseignement dans le programme éducatif Grabovoi qui concerne tous les domaines de la vie, de la société, de la politique, de l'économie, de la santé, de la psychologie, de l'éducation. Tout. Voilà. Donc la pratique assidue, voilà. Et donc moi, ma petite pierre à l'édifice, finalement, c'est de créer, de concevoir ces architectures sonores que sont mes pilotages sonores pour faciliter encore plus l'acquisition de ces connaissances et de faire en sorte que même une personne qui a la flemme d'étudier puisse acquérir quand même des connaissances. Vous voyez? Et en récupérant ces connaissances, réinitialiser son système et être à la norme, quoi. Voilà. Donc l'union fait la force en définitive parce que la création des groupes de pilotage collectif que beaucoup font très très bien, etc. Et que moi, moi je suis une introvertie, donc moi j'aime bien être tranquille, j'aime pas trop... j'aime bien être dans mon coin et sans ça, je pourrais pas vous faire les pilotages sonores qui sont de cette efficacité redoutable. Donc chacun apporte sa pierre à l'édifice, chacun avec sa personnalité, sa sensibilité propre. Et donc les groupes de pilotage collectif sont très très importants. Moi je les fais pas parce que je me sens pas vraiment de faire ça. Je suis pas à l'aise dans ce type, mais c'est extrêmement important. Parce que c'est un moyen super puissant de mutualiser les efforts de conscience pour un impact encore plus grand. C'est-à-dire que vous démultipliez de manière exponentielle en fait les concentrations, mais il faut être vraiment bien concentré, il faut être là à l'heure, il faut être assidu. Bon, alors moi j'en fais des contrôles collectifs, mais moi je suis spectatrice, voilà. Je les conduis pas. Par contre, mes trucs collectifs, moi, je le fais avec mes pilotages sonores de façon quasi industrialisée et qui le sera de plus en plus. Il faut savoir aussi que les séquences numériques de Grégory Grabovoi, qui sont qu'une partie, mais vraiment infime de son enseignement, il faut le comprendre, sur lesquelles je me base pour construire ces pilotages sonores, doivent être diffusés le plus possible parce qu'en fait, plus on va les utiliser, plus on va les pratiquer, plus on va renforcer leur puissance d'action. Donc, le but, c'est pas de rester confiné. Et donc, sans me vanter, en vous proposant les pilotages sonores, je vous aide à automatiser, maximiser l'usage justement de ces dites séquences. Voilà. Alors ensuite, on a ce dont vous entendez souvent parler, certainement, c'est la technologie PRK-U. Donc c'est clairement, enfin moi je vous le dis depuis que je l'ai, voilà, je sais qu'il se passe des trucs dans mes voyages multidimensionnels que je vivais pas avec autant d'intensité avant, ou des capacités qui étaient pas aussi intenses. Enfin, c'est hallucinant, c'est complètement hallucinant. Donc la création du PRK, son invention, qui a demandé plus de 20 ans de développement, qui est un système breveté, faut le dire. Donc c'est plutôt un événement assez providentiel qui arrive pour nous aider. Et le terme russe qui est rapporté pour parler de ça, c'est vpritik. Je sais pas si je le dis bien, mais c'est comme si, à la dernière minute, juste à temps, une coïncidence parfaite, tellement parfaite qu'elle est qualifiée d'œuvre du hasard, qui est l'un des noms de Dieu, mais au-delà de cela, pour ceux qui sont de confession juive et qui connaissent un peu la Kabbale ou la Gematria, vous savez qu'il y a des correspondances qu'il y a des nombres qui sont rattachés à des lettres de la langue hébreu, et qu'en fait, quand on additionne les nombres entre eux, on peut faire des liens entre des mots qui apparemment semblent complètement dissemblables. Alors pour souvenir, l'anecdote la plus drôle, c'était Trump. C'est un rabbin qui disait que Trump, en fait, le total du mot Trump, sachant que ce nom n'est pas le vrai original, parce que je crois que c'était Schtroumpf, un truc qui ressemblait à Schtroumpf ou Trumpf, quelque chose comme ça, parce que son aïeul était allemand, mais le mot était modifié. Bon, bref, quelqu'un qui s'est essayé à faire le calcul et que ça donnait le même total que pour un autre terme en hébreu qui s'appelle la chorma, ce qui signifie la sagesse, en fait. Bon, parenthèse fermée. Enfin, moi, ça m'avait fait mourir de rire d'entendre ça ce jour-là. Franchement, je m'en rappelle. Voilà, c'est important de rire dans la vie.
Et donc, ce que je fais de façon plus sérieuse avec ces méthodes-là, le total du mot hasard et le total du mot Dieu, c'est le même résultat en fait. Vous voyez, tout est mathématique, hein. Voilà. Donc ça, c'était un petit aparté. Alors, le mécanisme d'action du PRK, un U, un UM, enfin ce que vous voulez, donc tel qu'il a été décrit dans le brevet, c'est que il va être directement lié à la problématique des fluctuations, justement. Donc c'est le but, hein. Le dispositif, il permet de réduire la densité moyenne de la matière dans l'univers. Ouais, c'est comme quand vous roulez avec une remorque. Je sais pas si quelqu'un voit l'analogie. Vous roulez et en fonction de comment vous avez chargé la remorque à l'arrière de votre voiture, le moindre écart de route va provoquer un carambolage absolument horrible. Parce qu'on va avoir l'effet un peu culbuto, vous savez, les petits jouets pour enfants. Ça, c'est une aparté. Voilà. Et tout compte fait, la remorque, il y a une façon de la charger. C'est-à-dire qu'il faut mettre le plus lourd proche, le plus proche possible de la fourche qui est reliée à la voiture pour réduire ces fameux impacts-là. Donc ces fameuses fluctuations-là, finalement, nous, c'est comme si on gérait mieux la répartition de la charge dans la remorque pour pouvoir rouler un peu plus en sécurité. Et donc en agissant sur cette valeur moyenne, le PRK, qu'est-ce qu'il va faire ? Il va faire comme nous, quand on va mieux charger la remorque, on va répartir vraiment le poids, mettre le plus léger tout à l'arrière et le plus lourd le plus vers l'avant. C'est que le PRK, il va atténuer, justement, par définition, les écarts extrêmes de densité qui vont être à l'origine de ces fluctuations, justement. Donc voilà. Alors, il va être crucial finalement de comprendre que cet appareil, c'est pas une solution magique passive. C'est un outil conçu pour amplifier l'interaction et le travail de la conscience humaine. Donc ça implique un travail régulier, impliqué, fourni, etc. C'est notre partenaire technologique dans l'œuvre d'harmonisation, mais avant tout, c'est une technologie quantique qui est vivante, parce qu'elle va être réglée au millimètre, même le positionnement des lentilles ne va jamais être le même d'un appareil à un autre, etc. Et en fait, c'est notre super conscience, ça serait votre propre super conscience déjà évoluée qui va vous redonner les connaissances que vous avez oubliées. Voilà. Et ce que je tente de faire à travers mes pilotages sonores, c'est ça aussi en fait. C'est de vous refiler le mode d'emploi des paramètres d'usine pour que vous puissiez réinitialiser tout votre système en fait, mais à la norme que Dieu a créé dès le départ, c'est-à-dire super abouti, super évolué. Ok ? Alors, une fois qu'on est doté de cette compréhension et de ces outils, on peut plus faire face à une fatalité finalement, quoi. On est juste devant un choix conscient pour notre avenir, tant collectif que personnel et que celui de l'univers, si vous voulez. Donc bon, alors, c'est quoi ce message en définitive ? C'est un appel à la conscience pour notre avenir infini, c'est que au terme de ce parcours, 3 points essentiels doivent finalement retenir notre attention et guider notre réflexion. C'est que, premièrement, l'univers, lui, il est engagé dans cette phase d'évolution créatrice intense. C'est inéluctable, d'accord, qui se manifeste physiquement donc par des fluctuations croissantes et universelles de l'espace-temps. Et puis, deuxièmement, l'humanité n'est pas du tout une victime passive de ce processus, en fait, mais détient au contraire un rôle central et une responsabilité active pour l'harmoniser et en assurer le déroulement le plus doux possible. Troisièmement, des outils concrets fondés sur le développement de la conscience et soutenus par cette technologie spécifique sont à notre disposition aujourd'hui pour relever ce défi existentiel. Moi, j'ai qu'une hâte, c'est de compléter mon PRK avec les 2 autres, et puis d'acheter un deuxième jeu pour protéger ma famille. Donc, moi, je vous invite à faire la même chose. Donc, pour ça, adressez-vous aux distributeurs concernés, parce que moi, je le distribue pas ni rien du tout, je l'utilise. Mais rentrez en contact avec ces personnes
pour accéder à cette technologie et ce travail et faites des cours. Voilà, il y a plein de personnes en francophonie, en tout cas, pour ce qui nous concerne, parce que là, je m'adresse à vous en français aujourd'hui, mais dans le monde anglophone, ce sera pareil, enfin partout dans le monde. Donc, rapprochez-vous des structures qui vont vous aider à accéder à ces connaissances, à cette technologie, etc. Donc, le but de cette info, finalement, que je vous relaye aujourd'hui, c'est pas de vous effrayer. Faut pas qu'on ait peur, puisque la fin du monde n'aura pas lieu, d'après le livre de GG là-dessus. Celui qui venait d'ailleurs, la fin du monde n'aura pas lieu. Non, on va juste se responsabiliser, en fait, pour résoudre les tâches qu'on a à résoudre. Donc le pronostic fondamental, celui qui assure que le monde ne sera pas détruit, et que ce même monde continuera d'exister éternellement de toute façon, reste absolument inchangé. Alors, l'enjeu, c'est pas la survie, là. Mais c'est la qualité de cette survie, parce que je pense que vous comme moi, vous n'avez pas envie de retourner à la préhistoire. Hein. Je pense qu'on n'a tous pas envie de retourner dans un monde où il n'y a pas de roue, où on va vivre de la cueillette. Enfin, je sais pas, voilà. Dites-moi votre point de vue, mais moi, j'ai pas envie d'aller vivre au XIVe siècle, hein, par exemple. Hein. J'ai pas envie de retourner vivre au Moyen-Âge, j'ai pas envie de retourner vivre à la préhistoire. Donc, en gros, notre capacité à traverser cette étape de manière harmonieuse, en fait, c'est de faire ce travail, finalement, pour que l'humanité continue d'évoluer, mais pas dans le sens destruction, mais plutôt construction. Et donc, cet appel, il est là pour nous permettre de passer d'une conscience de spectateur à une conscience d'acteur. Et donc notre tâche, c'est pas seulement de traverser cette période, mais c'est d'apprendre aussi à maîtriser ces processus fondamentaux pour qu'on puisse vraiment les maîtriser, les acquérir, les consolider, etc. Et puis pour toute notre réalité infinie future, parce que là, je vous dis, on a tel enseignement aujourd'hui, il y a 14 siècles, on en a eu tel autre, il y a 2000 ans, on en a eu tel autre, et encore avant tel autre. Mais, vous voyez, l'Atlantide, ils étaient vachement plus évolués que nous, hein, et en définitive, est-ce qu'on a leur niveau de connaissance aujourd'hui? Non, mais on est capable d'avoir mieux, j'ai envie de vous dire. Donc le but, c'est d'aller vers ça. Et le but, c'est que ces situations-là qui surviennent, faut plus les voir comme des crises, le déluge, etc., tout ça, l'Atlantide, machin. Faut plus les voir, faut plus les vivre comme des crises, en fait, mais comme des étapes pour lesquelles on aura parfaitement contrôlé, maîtrisé notre adaptation évolutive et éternelle, en fin de compte, voilà. Donc j'espère que ces informations vous ont éclairé sur les raisons du pourquoi et puis le travail qu'on a à faire gentiment ensemble, voilà. Sur ce, je vous embrasse, je vous souhaite encore d'excellentes fêtes de fin d'année, de vacances pour ceux qui le sont, et je vous dis à très très vite.